en place des paradigmes qui étudieraient le processus en se basant sur des modèles psychodynamiques. Et c'est quelque chose qui va dans la veine des études de Nicolas Danziger. C'est-à-dire, on fait des hypothèses sur le plan psychanalytique et on va essayer de les tester sur le plan d'IRM fonctionnel chez ces patients. On n'en est que... Et nos hypothèses, c'est qu'il y aurait une réactivation notamment des traces précoces. Ces trois catégories symptomatiques de la conversion nous montrent qu'il y a probablement des traces sensorielles qui ont été normales ou pas normales, qui ont été oubliées, stockées en mémoire, mais qui seraient réactivées. Pourquoi on pense ça? Eh bien, Michaud et Vaugelas avaient décrit ce qu'on appelle la méiopragie d'appel, c'est-à-dire qu'en général, très souvent, où la douleur ou le trouble conversif survient sur un organe qui a déjà été lésé. Une fracture, une algoneurodystrophie, et c'est ce membre qui va à nouveau souffrir. Sous l'effet d'un facteur émotionnel, la trace déjà frayée sous forme pré-symbolisée va être réactivée. Ça expliquerait pourquoi parfois on trouve aussi des symptômes d'emprunt, des enfants qui ont mal là où le père ou la mère ou le grand-père a eu mal. Freud disait l'hystérique souffre de réminiscence, c'est-à-dire qu'une trace somatique qui n'a pas pour des raisons diverses été transformée et réactivée sous forme actuelle, très métonymique, c'est-à-dire identique ou transformée. Donc les trois catégories symptomatiques que je vous décrivais tout à l'heure chez les patients conversifs pourraient, premièrement, ce seraient des traces précoces qui n'ont pas été transformées, puisque vous savez que, enfin, je n'ai pas le temps de le développer, mais une trace qui a été engrangée sous forme sensorielle, pour être rappelée à la mémoire, doit être transformée par symbolisation primaire puis secondaire, c'est-à-dire par forme langagière, pour qu'elle puisse être assimilée, transformée, emmagasinée, métabolisée par le psychisme. Et parfois, ces expériences précoces qui ont été difficiles sont rejouées parce qu'elles n'ont pas été transformées. Je vais vous parler par exemple de ce petit garçon de 8 ans qui nous est arrivé parce qu'il avait des espèces de chutes toniques absolument impressionnantes, il tombait littéralement. Et en reprenant l'interrogatoire, il a développé ce symptôme le jour où on lui a proposé d'aller à la piscine à l'école et qu'on lui a demandé de sauter dans l'eau. Impossible. Ce jour-là, il n'a pas pu sauter dans la piscine et il s'est mis à développer ces espèces de chutes toniques. Et en reprenant l'interrogatoire familial, on s'est aperçu que la mère avait eu une dépression postnatale extrêmement sévère et qu'elle nous avait dit « J'étais incapable de nourrir et de porter mon bébé au sens très littéral, il me tombait des bras ». Et comment cette mère n'a pas pu s'en occuper pendant de nombreux mois. Et on a vu que chez cet enfant, à l'occasion d'un symptôme qui rappelait de manière quasiment identique le laisser tomber, a développé un symptôme qui n'est pas du tout symbolisé, qui est quasiment de rejouer à l'identique une expérience précoce qui n'a pas été transformée. La deuxième, c'est la non-inscription des expériences traumatiques, une expérience comme un abus sexuel qu'on retrouve beaucoup chez les adultes, mais moins chez les enfants, ne peut pas par sa nature être transformée parce que sa nature est essentiellement traumatique. Et troisième type de phénomène conversif, le refoulement de représentations non acceptables parce qu'ayant une signification sur le plan symbolique, sexuel, ou parce qu'une expérience primaire à l'occasion de la puberté acquiert une signification sexuelle symbolique et ne peut pas être entendue. Donc à ce moment-là, c'est une trace qui a déjà été représentée, mais elle est refoulée dans l'inconscient parce qu'elle ne peut pas être représentée. Donc vous voyez, probablement trois mécanismes qui donnent trois constellations symptomatiques différentes et qui mériteraient chacune d'être détaillées sur un paradigme différent. Alors, j'en viendrai à la prise en charge et je ne vais pas trop développer, peut-être contrairement à ce que vous attendez, parce que j'ai l'impression que je vais vous dire des choses que vous savez déjà. Mais une chose très importante, si le symptôme a une valeur défensive, peut-être qu'il ne faut pas le traiter. Et mes collègues qui pratiquent la stimulation magnétique transcrânienne chez les patients conversifs et qui ont un taux de réussite à 85%, si vous vous rappelez, je vous ai dit que c'était le taux de guérison spontanée, peut-être qu'il y a quelque chose d'une méconnaissance de la valeur structurante d'un symptôme comme défense et qu'il ne faut pas se précipiter pour traiter un symptôme. Et nous plaidons pour ou une complémentarité, ou plutôt ce que j'ai emprunté à Devreux comme étant le complémentarisme, c'est-à-dire une manière d'articuler deux champs théoriques et cliniques différents sans rabattre l'un sur l'autre, sans écraser l'un sur l'autre, en gardant leur cohérence théorique à chacun et faire ensemble, mais pas en même temps, alternativement. Tantôt c'est l'un qui parle, tantôt c'est l'autre, tantôt il y a quand on donne un médicament pour soigner la douleur, on ne fait pas une interprétation sur les symptômes. On peut la faire secondairement ou avant, mais pas en même temps.
parce que l'une des interprétations ou des actions invalide l'autre. Et à ce titre, je voudrais saluer Brigitte Charon, avec qui j'ai une consultation commune à Necker douloureuse, et saluer ça comme un exemple pour moi d'abord extrêmement plaisant et très enrichissant, et à mon sens très productif, de la manière dont une collaboration théorique et clinique peut marcher. Un médecin anesthésiste qui accepte de rester 1h30 en consultation à écouter les élucubrations des pédopsychiatres, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup. Alors, quelques règles. Ils sont tous là, hein, ceux qui font comme ça. Il faut partir du savoir au chercher à comprendre. Le savoir sur son symptôme, ce n'est pas le médecin qui l'a, c'est le patient. Réfléchir au lieu de faire tout de suite. On est souvent poussé par les pédiatres. Bon, quand est-ce qu'il sort ton patient, il prend un lit, là j'en ai des plus importants, puisqu'il n'a rien sur le plan médical, alors c'est psy, donc il n'est pas obligé de rester. Et on a beaucoup de réflexions que les enfants perçoivent très bien. Qu'est-ce qu'il fout là, celui-là? Il a qu'à se lever, marcher et partir. Il faut savoir tolérer son impuissance et sa frustration à faire en sorte qu'on ne comprend pas toujours et qu'on n'y arrive pas tout le temps. Accepter ses propres limites. Avoir une écoute active, c'est-à-dire que ce n'est pas le psychanalyste qui fait un, c'est-à-dire qu'on va à la pêche, et je vous garantis qu'un certain nombre de patients, il faut pêcher longtemps avant de trouver même une petite friture, parce que la grosse constellation psychiatrique, on ne la trouve pas souvent. Respecter le symptôme, si vous devez retenir un maître mot, c'est respecter le symptôme. Souvent, je fais parler les patients jusqu'à plus soif du symptôme, comment, pourquoi, comment, combien, et au bout d'un moment, c'est eux qui se mettent à parler d'autre chose. Ne pas avoir l'ambition de guérir, mais certainement l'ambition de le soulager. Ne pas supprimer le symptôme absolument et se faire aider, notamment par les collègues. Alors, il y a des techniques de réattribution qui ont été développées par Goldberg notamment. Il faut aider le patient à voir le symptôme d'une manière différente, avec 3 étapes: être entendu et compris, reconnaître le symptôme et travailler le lien corps-psychisme. J'ai dépassé mon temps. Donc le rôle du pédopsychiatre de liaison, je vais surtout m'arrêter là-dessus, c'est vraiment l'alliance entre la psy et la médecine somatique. Le clivage corps-psyché qui est à l'œuvre chez le patient se reproduit tout le temps sur les équipes, entre somaticiens et psy quand elles ne sont pas averties. Donc incompréhension, ambivalence, méfiance. Allez, on lui fait quand même une petite IRM. Allez, mais t'es sûr que c'est vraiment psy. Et ce qu'on arrive à faire à Necker, c'est que maintenant, c'est moi qui leur demande de faire des investigations complémentaires et c'est les somaticiens qui me disent maintenant on arrête. Et donc le prototype de la consultation conjointe comme vraiment... et je finirai sur les difficultés. On a toujours peur de manquer la maladie somatique, des plaintes. On manque parfois de temps et on est parfois assez découragé, mais je voudrais plaider sur l'importance de nos collaborations réciproques. Je vous remercie. Merci pour cette riche communication. Et donc nous allons terminer cette première partie de la matinée avec l'évaluation justement. Comme on disait tout à l'heure, qu'est-ce qu'il faut en penser après 20 ans d'efforts réguliers, quotidiens, pour que les équipes évaluent la douleur et avec toujours des grandes difficultés pour que les protocoles d'évaluation se mettent en place. Et donc, Bénédicte Lombard, qui est cadre infirmière, qui est Elisabeth Fournier-Charrière, qui est pédiatre, et Barbara Tournière, qui est pédiatre, vont en un quart d'heure, ça va être dur, mais donc nous faire cette mise au point.
Bonjour. Bonjour. Nous avons donc une réflexion effectivement à Pédiadol sur la thématique de l'évaluation de la douleur depuis assez longtemps. Vous avez suivi le cheminement ce matin. Il y a est-ce qu'on peut vraiment mesurer la douleur? Et puis ensuite, quand la douleur est une somatisation, comment effectivement cela représenter et s'en occuper? Et puis nous qui avons donc prôné l'évaluation de la douleur depuis de très nombreuses années, eh bien, on se pose des questions. Et ça fait plusieurs années que nous nous disons qu'il faut absolument qu'on prépare une communication sur pour notre problématique, puisque depuis plus de 20 ans que Pédiadol existe, eh bien, on a cherché à promouvoir l'emploi des échelles d'évaluation. Bien entendu, ces échelles sont des échelles qui donc mesurent un aspect de la douleur, et il y en a plus d'une trentaine qui ont été déjà publiées, des échelles validées pour mesurer la douleur ou du moins un aspect de la douleur. C'est au cours de toutes ces années, la mesure de la douleur dans les lieux de soins est devenue une pratique demandée par la loi et une pratique exigée par l'HAS, puisque c'est même dans les critères exigibles prioritaires pour la certification. Et on travaille donc pour améliorer ces échelles d'évaluation. Et pourtant, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand on fait des audits, quand on fait des évaluations des pratiques professionnelles, on s'aperçoit que, bon, si on vient de faire une formation, les échelles sont employées, mais quelques mois plus tard et quelques années, bon, de nouveau, les échelles, en fait, sont peu employées. Alors, c'est évidemment une très grosse déception pour nous, une blessure pour notre ego. Et donc, nous réfléchissons, qu'est-ce qui se passe? Quels sont les freins? D'où vient la faille? Puisqu'on a vu que la douleur est quelque part mesurable. Et comment ça se fait que, malgré tous les avantages qui ont déjà été démontrés d'utiliser effectivement, de mesurer la douleur, eh bien, voilà, on a notre petit attirail de scores qui sont largement disponibles, largement faciles à trouver. Bon. Et bien souvent, ça reste lettre morte. Alors la première chose, bien sûr, la première idée qui nous est venue, on pense encore trop souvent que la douleur, ce n'est pas mesurable parce que c'est subjectif et donc ce n'est pas scientifique. Donc c'est pour ça que nous avons demandé donc au professeur Bruno Falissard d'intervenir ce matin, et il vous a donc bien démontré que oui, la mesure de la douleur, c'est quelque chose de possible scientifiquement. Je ne reviendrai pas là-dessus. Mais c'est vrai que chez le jeune enfant, on ne peut pas recueillir d'auto-évaluation, et donc on utilise des scores comportementaux. Que mesurent vraiment les échelles comportementales d'évaluation de la douleur? Quand on demande à un patient ce qu'il ressent, c'est sa perception. Quand on regarde le comportement d'un enfant pour le mesurer, là, c'est l'expression de l'expérience douloureuse. Et puis, cette mesure comportementale se réduit finalement aux items qui ont été choisis dans l'échelle. Et vous savez que pendant longtemps, on a eu deux bases de travail, la douleur aiguë avec agitation et pleurs, et la douleur installée avec retrait, prostation, atonie psychomotrice, et qu'il y avait donc deux sortes d'échelles, les échelles qui mesuraient la douleur aiguë, en particulier les scores post-opératoires, et puis les échelles qui mesuraient la douleur prolongée, comme l'échelle des EGR, puisqu'on a été tout à fait pionnier en France pour établir des scores de ce genre. Tout récemment, en 2009, une équipe à Montpellier a enregistré en vidéo des enfants en post-opératoire, en salle de réveil, puis dans le service, et ils se sont rendus compte que finalement, au moins 10% des enfants n'étaient pas enregistrés par les scores qu'ils avaient utilisés.
Donc évidemment, il faut choisir le bon outil. Si vous prenez une échelle dans laquelle il n'y a que des items d'agitation et pleurs, et un enfant qui donne des coups de pied, se débat, etc., la douleur avec prostration, elle ne sera pas enregistrée, et vous aurez un joli score à 0, alors que l'enfant a très mal. À l'inverse, si vous prenez un score qui n'enregistre que la prostration sans qu'il y ait possibilité d'enregistrer la douleur aiguë, évidemment, la douleur aiguë ne sera pas enregistrée. Donc, bien sûr, on le sait, les échelles ont un aspect réducteur. Elles n'enregistrent que les items qui sont marqués. C'est pour ça d'ailleurs que, par exemple, le score Cheops, qui était dévolu au départ à la douleur post-opératoire, maintenant, il décrit un enfant qui a une douleur tellement suraiguë, qui se débat, qu'on le réserve à la mesure de la douleur des soins. Et vous savez aussi que c'est pour ça qu'on a travaillé sur Evandol, puisqu'on a essayé de faire un score qui permette à la fois d'enregistrer les deux aspects de la douleur au cours de son évolution. Par exemple, l'enfant peut être en prostration, mais quand on le mobilise, la douleur aiguë réapparaît et tout ça va être enregistré dans le même score, ça facilite la vie. Une autre question qui se pose, c'est ces scores ne mesurent-ils pas autre chose ? Bien sûr, on le sait, c'est une des phrases favorites de Daniel Hannequin, peur et douleur, un couple solide. Ça va toujours ensemble. Alors, il y a la protestation aussi. Ah oui, mais tu sais, là, il ne veut pas du tout se laisser faire. Et voilà, il proteste. Et puis, ou alors, il est triste, il est abattu. Donc, dans nos lieux de soins, on se dit, si seulement on pouvait se débarrasser de tout ça et ne accéder à la douleur pure, mesurer uniquement la douleur. Alors, effectivement, la plupart des échelles, la plupart des items qu'on coche dans les échelles, finalement, peuvent être aussi cochés quand il y a de la peur, quand il s'agit de douleur aiguë, ou alors peuvent être aussi cochés quand il y a de la tristesse ou de la dépression, quand il y a du retrait. Et on est à la recherche des signes les plus spécifiques, les plus qui ne seraient le reflet uniquement de la douleur. Alors, il a été décrit dès la période néonatale la mimique de la douleur. Mais la mimique de la douleur, si l'enfant pleure, là, par contre, elle n'est plus spécifique. Par contre, quand le visage est tout froncé, crispé, là, c'est plus spécifique, en dehors des pleurs. Et tout ce qui est signe physique, raideur, crispation, rejet en arrière, hypertonie, posture antalgique, là, voilà, on a des signes plus spécifiques. Mais il y a aussi beaucoup de signes qui sont partagés et on se dit toujours « Ah oui, mais alors en fait il a peur, ah oui, en fait ceci, cela ». Donc on est toujours dans le doute. Et on se dit « Moi je sais faire la différence, je n'ai pas besoin d'un score et donc je vais pouvoir détecter moi-même les émotions des autres ». Comment est-ce qu'on fait pour détecter les émotions des autres? Eh bien, on s'intéresse à eux, c'est l'empathie, et puis quelquefois, eh bien, on met en jeu nos mécanismes d'intuition. Mais comme vous le voyez sur ce petit schéma, eh bien, quelquefois, nos mécanismes d'intuition aboutissent à des conclusions différentes. Et c'est ce qu'on voit tous les jours. Bien sûr, moi, je pense qu'il a peur, moi, je pense qu'il a mal, mais non, moi, il m'a souri, mais il n'a pas si mal que ça, il regarde la télévision, etc. Alors la première étape pour sortir du conflit, donc on s'intéresse à son patient avec cette fameuse faculté pour comprendre les autres, qui est l'empathie. Qu'est-ce que c'est l'empathie? C'est se mettre à la place du patient comme si on était dans sa situation, mais sans jamais oublier, selon la définition de Carl Rogers, la position du « comme si ». C'est-à-dire on maintient une certaine distance, on est comme si. C'est ce que font évidemment les mères, tout naturellement, pour identifier les besoins de leur jeune bébé. Elles se mettent complètement à la place du bébé et elles peuvent comme ça résoudre les besoins au fur et à mesure en les identifiant, en les nommant et en y répondant. C'est ce qu'on appelle une mère suffisamment bonne. Et nous, peut-être qu'on doit être aussi des soignants suffisamment bons pour effectivement percevoir les besoins de nos patients et leur donner un sens et les aider à les résoudre. Mais alors comment ça se fait que finalement on n'est pas empathique tout le temps? On n'enfile pas l'empathie le matin en même temps que la blouse. Quelles sont les difficultés? Alors d'abord il y a des difficultés, il faut le dire, la vie n'est pas un conte de fées du côté des familles, du côté des enfants. Tous les enfants ne sont pas sympathiques. Il y a des enfants franchement... bien voilà, on trouve qu'ils pleurnichent un peu trop. Et puis les parents non plus, ils ne sont pas tous sympathiques. Il y en a qui sont vraiment désagréables, agressifs, anxieux, pénibles. Voilà, enfin, c'est pas politiquement correct, mais c'est vrai.
Et il y a eu des études qui le montrent très bien. Par exemple, il y a une étude de l'équipe de Goubert en Belgique qui montre qu'on montre une vidéo à des volontaires et c'est un patient qui a de la rééducation de l'épaule et quand il lève l'épaule, ça lui fait très mal. Donc à ce moment-là, il grimace. Et on dit, voilà, un malade qui est un malade qui a un problème à l'épaule, mais c'est un homme vraiment arrogant et puis il est hypocrite, égoïste. Et vous allez donc lui attribuer un score de douleur en regardant la vidéo. Puis à un autre groupe, on dit, c'est la même vidéo, hein, on dit cet homme, il est très amical, vraiment sympathique, et puis c'est un homme honnête et fidèle. Eh bien, comme vous vous en doutez déjà, les scores de douleur attribués en regardant la grimace du patient sont très différents dans les deux groupes. Et nous, on le voit tout le temps aussi quand on fait des formations à l'échelle et Vendôle. Quand les enfants les plus sympathiques obtiennent sur la vidéo, obtiennent les scores les plus élevés quand on fait des formations. Tout le temps, je le vois. Donc, effectivement, un autre facteur qui agit aussi sur notre cotation de la douleur de l'autre, c'est si on sait que la douleur est expliquée médicalement ou non. La même équipe vient aussi de publier là-dessus. Si on dit ce patient-là, en fait, c'est une douleur inexplicable, donc du registre dont celle vient nous parler Madame Housse, eh bien, le score de douleur attribué par les observateurs est plus faible. Alors, comment ça se fait aussi qu'on n'arrive pas à évaluer? Peut-être on est fatigué aussi. Hein. Cette démarche d'empathie, de compassion, de se mettre à la place, d'entrer en relation, cet engagement relationnel, bien quelquefois, voilà, on n'en peut plus hein, et on a trop de travail. C'est comme si on avait c'est ce qu'on appelle la fatigue compassionnelle qui précède le burn-out. Donc, bon, je crois qu'on a tous été dans cette situation à un moment ou à un autre, hein, parce que effectivement, c'est difficile d'être en relation avec des enfants très douloureux, de garder nos capacités positives, tout en se mettant à la place et sachant prendre la bonne distance. Et puis voilà, il y a tout ce qu'il y a à faire, et puis il y a tout l'encadrement et le reste, dont on reparle. Bénédicte repartira tout à l'heure. Donc maintenant. C'est Barbara Tournière donc, qui va continuer à développer toutes ces difficultés. Bonjour, donc Barbara Tournière, pédiatre dans le centre de la douleur de Trousseau. Donc vous avez compris qu'on s'est un petit peu amusé, entre guillemets, à se demander mais qu'est-ce qui au quotidien finalement nous empêche de nous servir de tous ces outils qu'on a à disposition depuis quand même de nombreuses années maintenant. Alors finalement, est-ce qu'on a vraiment un intérêt à évaluer la douleur, oui ou non? Est-ce que notre tâche de soignant va être facilitée? Est-ce qu'on va être plus efficace en évaluant? Parce que peut-être qu'on souhaiterait que ces outils, pour nous faciliter vraiment la tâche, si c'était le cas, on les emploierait sans problème, on voudrait qu'ils soient simples, faciles à utiliser, rapides, efficaces. Que ça marche à tous les coups, que ça ne nous fasse jamais défaut, que ça ne nous mette pas en difficulté. Un peu comme ce genre d'outils qu'on a tous chez nous et qu'on est très content d'avoir. Et il n'y a pas grand monde qui souhaiterait s'en passer. Mais parfois, c'est pas si facile que ça d'évaluer. Il va falloir se creuser un peu la tête. Ces signes observationnels dont on a parlé, est-ce qu'il fronce un peu les sourcils? Ah oui, mais il les a peut-être pas vraiment froncés, mais peut-être qu'il les a froncés parce que c'était peut-être pas de la douleur. Mais alors combien de temps il les a froncés? Et alors ça devient un casse-tête infernal. Donc finalement, ok, si ça prend du temps, mais que ce temps-là, c'est pour nous en faire gagner, parce qu'une fois qu'on aura bien évalué, eh bien, on est dans une équipe où cette évaluation est prise en compte. On obtient une prescription, le service fonctionne bien. Alors là, on va être peut-être stimulé dans des bonnes conditions pour le faire. Mais si en plus on s'est cassé la tête, on a pris tout ce temps-là, et puis au bout du compte, cette évaluation, elle figure quelque part, personne ne la regarde au moment de la visite le matin, les prescriptions ne sont pas réadaptées derrière, alors pourquoi faire tout ça? Et puis on peut aussi se demander, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire d'évaluer? On revient un peu sur ce qu'Elisabeth a dit, et donc là on passe du frigo et de la machine à laver à la balance dans une cuisine, et on se dit, est-ce que j'ai vraiment besoin d'une balance pour faire un gâteau? Alors bien sûr, tout le monde sait que non, si on veut faire un gâteau au yaourt, c'est super facile à faire. Si on veut faire une tarte aux pommes, je pense qu'à peu près tout le monde sait faire une tarte aux pommes ici. Mais si jamais on voulait faire des macarons, qui est un petit peu plus compliqué, peut-être qu'il nous faudrait là une balance.
Donc finalement, notre intuition, notre savoir-faire, notre connaissance un peu globale comme ça du patient quand on est soignant depuis un moment, on peut se dire je vais y arriver. Quand ça va être facile, comme pour faire un gâteau au yaourt, il y a peu de chances qu'on rate notre coup. Et avec un œil un petit peu averti, certainement un peu de formation, un minimum d'empathie, ça va fonctionner à peu près. Sauf que dans les situations difficiles, comme pour faire un macaron, comme quand c'est un enfant nouveau-né, en réanimation, un enfant handicapé, quand il y a une discordance qui nous apparaît entre des symptômes qui sont montrés par l'enfant ou une auto-évaluation qui n'est pas du tout la même que ce qu'on aurait mis spontanément dans notre chiffre un peu global là, alors peut-être que dans ces situations-là, il va falloir sortir quand même ces fameux outils d'évaluation. Alors on peut avoir par exemple deux types de discordance. L'enfant se dit douloureux et puis le soignant lui trouve qu'il ne l'est pas. Alors là, casse-tête, il va se dire alors en théorie en plus j'ai un protocole, s'il est douloureux je dois lui administrer de la morphine, mais moi je vois bien qu'il n'est pas si douloureux que ça. Donc alors, finalement, de faire cette évaluation, ça nous a mis en difficulté. On aurait peut-être mieux fait de se fier à notre impression, il va à peu près bien, on fait rien. Non, manque de peau, on lui a demandé alors à combien tu as mal? Il a dit 8 et maintenant qu'est-ce que je vais faire? Je vais devoir réfléchir, je vais devoir sortir une échelle d'évaluation, je vais devoir en parler, je vais devoir nier une des deux appréciations, soit celle de l'enfant, soit la mienne. Et donc finalement, cet outil, au lieu de m'avoir simplifié la tâche, il me l'a compliqué. Je rentre dans un processus complexe. Et puis dans l'autre sens, si ça confirme que l'enfant est douloureux, là aussi ça ne va pas forcément me simplifier la tâche, puisque je vais devoir à nouveau chercher une prescription antalgique, réévaluer l'enfant, etc. On peut maintenant essayer de se poser dans l'autre sens. Est-ce que finalement, on peut montrer que quand on évalue la douleur des enfants, c'est intéressant pour l'enfant de le faire? Est-ce qu'il y a des études qui montrent que les services qui évaluent la douleur avec des outils adaptés, les enfants sont mieux pris en charge? Donc là, c'est très difficile, les résultats ne sont pas formels. Il y a eu, entre autres, une synthèse de Linda Frank en 2009 qui a repris 14 études publiées sur ce thème qui a vraiment regardé ça, c'est-à-dire on prend un service où il n'y a pas d'évaluation, on met en place l'évaluation et on regarde après si c'est mieux. C'est pas très facile de mettre en évidence les améliorations, mais quand même, globalement, on va dans le sens d'une amélioration quand on évalue correctement. Et puis dans la réalité des services, même si c'est difficile à montrer, on le voit tous. Parce que, comme par hasard, les services qui ont des échelles d'évaluation, qui les utilisent, qui ont des scores notés, c'est quand même aussi les services où il y a des protocoles antalgiques, où les parents sont présents, où il y a une qualité des soins, c'est-à-dire c'est un processus qui n'est pas tout seul, j'évalue et c'est tout. Un autre frein, il faut l'avouer, ça revient aussi un peu sur ce qu'avait dit Elisabeth avec la lassitude. À force de nous avoir répété et seriné, il faut évaluer toujours, tous les jours, tout le temps, on en a un peu marre. Alors le pour, évidemment, de faire ça, c'est que s'il y a de la douleur, il y a la traçabilité dans le dossier, ça permet de s'adapter, mais le contre, c'est que ça finit par provoquer des fois des contre-réactions. C'est débile d'évaluer tout le temps, j'en ai marre, à quoi ça sert, je vois bien qu'il n'a pas mal, je n'ai pas besoin d'un outil pour voir qu'un enfant qui fait du vélo dans le couloir n'a pas mal. Et enfin, je crois quand même qu'on a tous en tête que finalement, la douleur, on nous dit qu'il faut s'en occuper, mais ce n'est pas un danger vital, parce que qui laisserait aux urgences un enfant avec une dyspnée sévère et une crise d'asthme, comme ça, tranquillement dans son coin, en se disant je reviendrai tout à l'heure? Personne, parce que qu'est-ce qu'on a en tête? Effectivement, tout à l'heure, ça a été dit aussi, qu'est-ce qu'on projette, qu'est-ce qu'on voit? On voit que si on ne s'en occupe pas rapidement, ça peut mal tourner, il va falloir peut-être courir en réa et peut-être que l'enfant ne va pas s'en sortir. Donc évidemment, on se dépêche de faire le traitement de l'asthme. Par contre, si un enfant arrive avec une fracture, même si elle est déplacée, avec un hématome énorme et qu'il est très douloureux, on projette quoi dans notre tête? Qu'est-ce qu'on visualise? Que cet enfant-là, quelques heures plus tard, il va avoir son plâtre, etc. Donc ce n'est pas un danger vital, la douleur, et ça ne nous force donc pas à nous mobiliser comme on se mobiliserait pour d'autres symptômes. Mais la douleur, ce n'est pas non plus une situation à part, c'est-à-dire que quand même, dans notre quotidien, il y a 40 milliards de situations dans les soins où on sait très bien ce qu'il faudrait faire et on ne le fait pas forcément. Se laver les mains, tout le monde sait qu'il faut le faire et pourtant on ne le fait pas. Ne pas prescrire des antibiotiques à large spectre à tout bout de champ, faire une toilette en étant un peu attentionné aux patients,
etc. Bref, prendre soin de l'autre, eh ben, c'est complexe, ça prend du temps, et tout ça, ce sont des freins dans notre quotidien. Donc en fait, on a vraiment de nombreuses fausses bonnes raisons de ne pas évaluer, et surtout que c'est pas simple en réalité, c'est pas juste un outil simple qui va nous donner un résultat simple. La douleur, ça reste un phénomène complexe, c'est plus proche du macaron que du gâteau au yaourt. Et on aimerait bien arriver à séparer, on voudrait mesurer là, ce stimulus nociceptif, alors qu'on sait très bien que la douleur, c'est une expérience absolument complexe, on l'a dit, répété ce matin, c'est intriqué avec plein de choses, mais c'est comme ça. Et un outil, l'utilisation d'un outil ne va pas décomplexifier ce phénomène, notre cerveau s'en rend compte, et du coup, on se retrouve dans une situation à se dire, on me donne un chiffre, et M. Falissard l'a bien expliqué, on me donne un chiffre qui réduirait, qui pourrait nous faire penser qu'on va réduire un phénomène complexe que notre espèce d'intuition globale perçoit mieux dans son ensemble, mais en réalité, ces chiffres sont quand même précieux au quotidien, non seulement pour faire de la recherche clinique, mais aussi pour travailler, pour transmettre à l'autre quelque chose, et finalement, effectivement, ils sont quand même le reflet de quelque chose. Donc, pour toutes ces raisons, malgré la difficulté, malgré tous les freins, il semble bien qu'il faille continuer. C'est pas terminé. Je vais vous décevoir parce qu'on n'a pas fini encore. Alors, pour terminer, en fait, ce que Barbara et Elisabeth viennent de dire, en fait, c'est la tâche de conclure notre réflexion. Et du coup, oui, il faut quand même continuer à évaluer, mais pourquoi il faut le faire et comment il faut le faire. Alors, un petit rappel quand même, l'évaluation, eh ben, il y a une obligation légale. Donc, je vous rappelle que c'est très important parce que c'est pas juste j'ai envie, j'ai pas envie, je suis motivée par l'évaluation de la douleur, je le fais, du coup, je fais un petit peu comme je veux. Non, il y a une loi pour ça, et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Ça nous dit, toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. Elle doit être en toutes circonstances prévenue, évaluée, prise en compte et traitée. Alors ça, c'est important parce que cette histoire de loi, elle fixe un petit peu dans le marbre qu'on est obligé de le faire. Mais on s'est dit aussi que finalement, cette obligation, ce qui serait intéressant, c'est qu'elle ne soit pas qu'une obligation légale. Et en l'occurrence, on est en train, évidemment, d'arriver à une situation où chaque professionnel commence à reprendre à son propre compte l'idée de l'obligation de l'évaluation. Reprendre à son propre compte du point de vue professionnel, en tant que professionnel, en tant qu'infirmière, en tant que médecin, je me dois de le faire pour justement essayer de me rapprocher de la réalité de mon patient, et puis aussi en tant que personne. Donc vous voyez, on est déjà dans des champs qui sont bien plus complexes, des champs d'obligation qui sont plus complexes, puisqu'on ne parle pas que de l'obligation légale, mais d'une obligation déontologique, hein, les règles de ma profession, et puis aussi des obligations, ou en tout cas des lois qu'on s'impose à soi-même, qui seraient un peu déjà des questionnements éthiques. Alors, on l'a déjà dit, il faut évaluer finalement, hein, on reprécise les choses, même si on se questionne, il n'empêche que pour l'instant, on n'a pas beaucoup mieux, on n'a pas encore trouvé la superbe balance extraordinaire qui mesure tout et hyper vite et hyper bien. Donc, il faut continuer à évaluer pour inscrire notre observation, pour laisser une trace écrite. Quand je dis inscrire l'observation, ça ne veut pas juste dire prendre son stylo et écrire sur un cahier. C'est inscrire, ça veut dire c'est laisser une trace du beau métier que nous faisons, c'est-à-dire d'être en relation avec l'autre, d'observer ce qu'il est en train de vivre. Et inscrire son observation, c'est ça qu'on veut dire quand on fait de l'évaluation avec un outil. Alors évidemment, l'évaluation, ça nous permet de parler avec l'enfant, ça permet de nous parler entre nous. Et puis ça fait apparaître quand même pour l'enfant et sa famille l'intérêt qu'on a pour son soulagement. Ça rend visible finalement le problème de la douleur. Quand on met des belles affiches sparadrap, on évalue la douleur de l'enfant dans ce service. Et ben en fait, on est en train déjà de donner un message très fort aux enfants et à leurs parents sur le fait qu'on s'intéresse à ce qu'ils ont à vivre. Évidemment, quand même, on peut encore espérer quand même que le fait d'évaluer, eh ben, ça sert aussi à soulager les enfants. Donc ça ne suffit pas d'inscrire un score sur un dossier pour évaluer, il faut faire connaissance, entrer en relation avec l'enfant, le questionner, s'interroger. Il faut quand même prendre du temps, et je viens de le dire à l'instant, il faut observer l'enfant.
il faut se mettre à son niveau. C'est quand même tout un état d'esprit, tout un mouvement qu'on a vers l'autre pour pouvoir en fait faire de l'évaluation. Et ça n'est pas, et ça n'est jamais juste une réglette d'évaluation qui arrive. Alors évidemment ça ne marche pas. C'est une petite EVA qui a des pieds et qui arrive. Alors ça en fait dans les services ça n'existe pas. Hein, il y a les évandoles, elles n'arrivent pas en fait toutes seules. Il faut quand même que nous on aille vers l'enfant et qu'on fasse cette démarche. Donc l'évaluation ça reste une démarche. Et justement l'évaluation de la douleur, sans doute que si elle était mieux enseignée, elle serait peut-être mieux pratiquée. Alors aujourd'hui, la formation initiale, elle reste quand même très aléatoire. C'est un peu peau de chagrin, c'est un peu comme on a envie. Donc c'est pas toujours homogène. Il faut se souvenir quand même que notre travail au quotidien, c'est d'enseigner et d'enseigner sur le terrain. Et donc quel modèle est-ce que nos étudiantes trouvent sur le terrain? On leur dit à l'école d'infirmière, moi je parle de l'école d'infirmière puisque c'est ce que je connais mieux, on leur dit qu'il faut évaluer, c'est important, puis tu auras des points en moins si tu n'évalues pas. Et puis en fait, sur le terrain, il n'y a pas d'infirmière qui évalue. Donc là, on rend aussi nos futurs professionnels un peu schizophrènes. Donc c'est important de montrer un modèle. Donc, ce qui est certain, c'est que ce qui fonctionne, c'est la formation continue. Il faut s'appuyer sur l'expérience, partir des expériences concrètes pour aller au-delà de l'utilisation. Si on fait croire aux gens que c'est seulement remplir la grille qui fait l'évaluation, c'est très réducteur, comme Barbara et Elisabeth l'ont dit tout à l'heure. Donc, c'est toute une démarche qu'il s'agit de transmettre. Et on a aussi pas mal d'espoir par rapport à la formation qui deviendrait universitaire et qui en fait donnerait aussi un petit peu plus de poids à cette spécialité qu'est la douleur. Donc finalement, ce qui est important, c'est d'avoir de bonnes habitudes, mais pouvoir les garder. Ce qui est important aussi, c'est l'atmosphère dans un service. On sait aujourd'hui que par exemple, le respect des procédures de soins va être supérieur quand l'ambiance, l'atmosphère entre les professionnels est bonne. Bon, ça, c'était pas très compliqué à imaginer, mais n'empêche que ça a quand même des répercussions importantes. Quand il y a une volonté collégiale de se centrer sur l'enfant, quand il y a un engagement de la part et de la direction du chef de service, etc., de la part de tout le monde, de dire l'évaluation, ça compte parce que ça met en avant le fait qu'on se préoccupe de l'enfant. Et puis finalement, le rôle du leader, du référent douleur, ça, dans les équipes, on sait très bien, il faut qu'il y ait des gens qui portent les projets. Et en fait, souvent, ces gens, c'est vous. Donc l'idée, c'est pour conserver les bonnes habitudes, il faut aussi évaluer ces pratiques. On est content, on a mis en place des échelles, mais 6 mois après, 1 an après, il faudra y revenir, il faudra continuer à le faire. Donc pour conclure, je pense qu'on a essayé de transmettre l'idée qu'on ne voulait pas galvauder le message, c'est-à-dire que dire tout le temps il n'y a qu'à évaluer, c'est facile, vous savez bien, il n'y a qu'à faucon, c'était contre-productif. Il faut mettre en avant qu'il est impossible de simplifier un phénomène qui est complexe. Et donc forcément, et quand c'est des situations difficiles, il faudra élaborer, réfléchir ensemble, parler, discuter. Et donc finalement, cette histoire de la volonté de simplification des choses à l'excès, Platon, il s'interrogeait déjà là-dessus en disant que les dissemblances entre les hommes et entre leurs actions, la complète absence d'immobilité dans les choses humaines se refuse à toute règle simple, portant sur tous les cas et valable dans tous les temps. Donc finalement, on n'est pas les premiers à se poser des questions. Je vous remercie. Alors, on va aborder les questions. Donc, vous avez des micros. Il faut lever la main pour qu'on puisse mettre en place votre micro. Il faut appuyer sur le bouton. Bruno Falissard a une remarque ou une question? Oui, d'abord, la dernière présentation était absolument remarquable de lucidité et d'intelligence. Donc, je félicite les conférencières. C'est pour donner notre expérience en pédopsychiatrie. Les instruments qu'on utilise, on ne peut pas les utiliser tout le temps parce qu'ils prennent trop de temps. Dans la dépression, par exemple, évaluer la dépression avec une échelle, ça prend une demi-heure. La durée d'une consultation, c'est une demi-heure.
Donc on ne peut pas les utiliser en permanence. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est qu'effectivement, dans des cas limites, quand on se demande s'il faut traiter une dépression ou hospitaliser, si on a un doute, alors on revient aux fondamentaux et on reprend les items de la dépression. Est-ce qu'il est triste? Oui, non. Anédonique? Oui, non, etc., etc. Et où en est-on en vue de la décision? Et puis le deuxième point, c'est le recalibrage, c'est-à-dire que l'intuition clinique, au fil du temps, elle dérive. Et régulièrement, de revenir à un instrument, ça permet de se recalibrer et de remettre les pendules à l'heure. Alors bien sûr, c'est peut-être pas transposable à la douleur, hein. Oui, bonjour. Gilles Minguelli, École de puériculture de l'assistance publique à l'hôpital Trousseau. Je suis formateur et de l'évaluation, j'en fais tous les jours et je m'interroge humblement, hein, avec tout le respect que je vous dois, sur ce que vous entendez par évaluation. Votre discours est centré sur l'évaluation de la douleur, mais plus sur la douleur. Or, en sciences de l'éducation, des chercheurs, des théoriciens ont produit des modèles de l'évaluation. Je pense notamment à Bognol et Vial qui enseignent toujours à Aix. Est-ce que vous pourriez nous répondre à cette question? Qu'est-ce que pour vous l'évaluation? Merci. Si je comprends bien votre question par rapport à l'évaluation, vous vous adressiez à nous? Oui, c'était pas une question à moi-même, parce que Bognol et Vial produisent une théorie de l'évaluation à une tresse à 3 branches, hein, dans laquelle il y a une branche mesure, une branche gestion et une branche interprétation. Et il me semble que quand vous faites de l'évaluation, ce que vous en dites, ça tient plutôt à la mesure, plus qu'aux autres aspects. C'est peut-être pour vous, Bruno. Évaluer, ça veut dire donner une valeur. Donc voilà. Alors, on peut évaluer la douleur et on peut évaluer le processus d'évaluation. Alors, c'est vrai que ça a été dit, il y a eu des études qui ont évalué les instruments d'évaluation. Et ces études, comme ça a été dit, sont discordantes. Moi, j'en cite une toujours, c'est pas dans la douleur de l'enfant, c'est dans la douleur de l'adulte en médecine générale, où on a randomisé des médecins, et la moitié, c'était dans la douleur chronique modérée du sujet âgé, donc en général de l'arthrose. Et la moitié des médecins utilisaient une EVA, l'autre moitié n'en utilisait pas, en tirant au sort les médecins. Et on interrogeait à distance les patients et on a montré que dans le groupe, c'était une étude réalisée en France, hein, dans le groupe où les médecins utilisaient l'EVA, en fait, les patients allaient globalement plutôt plus mal. L'interprétation était un peu ce que je vous disais, c'est-à-dire que l'utilisation de l'instrument pouvait mettre à distance, refroidir la relation médecin-malade. On ne fait que mesurer et donc on ne rentre pas dans la relation médecin-malade en parlant avec le grand-père ou la grand-mère qui a son rhumatisme et qui finalement recherche ça et qui va aller mieux dans la discussion. Donc ça, c'est une étude. Et puis, il y en a plein qui montrent exactement le contraire, notamment en cancérologie. Bon, voilà. Bonjour, j'ai plutôt une question pour l'équipe psychologue, pédopsychiatrie. Moi, je suis chirurgien, je vois assez souvent des enfants des douleurs des membres inférieurs, supérieurs, et j'ai 2 patients actuellement. Donc, je suis convaincue qu'il y a un problème social, familial, et les patients sont en train de somatiser leurs douleurs. Et un patient, j'ai perdu, ils sont partis faire du tourisme médical. Et l'autre, j'ai essayé de les suivre, mais je ne sais pas comment les faire parvenir à l'équipe pédopsychiatrie, parce que nous n'avons pas des consultations communes. Et donc, la première fois quand j'ai essayé de verbaliser ces problèmes aux parents, on leur dit, c'est pas ça, notre enfant n'a pas de problème, ils sont enfouis, ils sont allés voir ailleurs.
Donc maintenant, je me trouve dans l'embarras, comment prendre en charge et faire parvenir les parents et l'enfant à une équipe pédopsychiatrique de façon correcte. Vous soulignez un point important, c'est très difficile d'organiser un suivi pédopsychiatrique. Les patients et les parents prennent toujours ça comme, puisque vous m'envoyez chez le psychiatre, c'est que c'est psy, c'est donc qu'il n'y a pas de symptômes somatiques. Ils ressentent toujours que c'est une négation du symptôme d'expression. Donc ça ne peut se faire que quand il y a une grande habitude de le faire et quand en général le psy a été introduit dès l'évaluation médicale et l'hospitalisation ou la consultation. Et on a un travail pédagogique à faire en expliquant ça, en expliquant qu'aller voir un pédopsychiatre spécialisé dans ces difficultés, ça n'est pas nier le symptôme. C'est une manière d'associer les deux versants, soma-psyché, mais c'est très difficile, même quand on a fait tout ce travail préalable. Il y a des tas de familles qui ne veulent pas de suivi. Et d'ailleurs, je pense que dans la plupart des cas, il ne faut pas adresser tout de suite au pédopsychiatre, il ne faut pas botter en touche. Il y a tout un travail préalable à faire. Moi, avant d'adresser en thérapie, je suis les enfants un certain temps pour évaluer l'importance d'un suivi psychologique ou pas, parce que parfois le symptôme tombe et il n'y a pas de nécessité d'un suivi psychiatrique. Mais vous soulignez un point très important. Juste, je pourrais peut-être faire un commentaire. Vous êtes chirurgien, c'est ça? Donc peut-être que effectivement la disqualification pour les parents ou pour le patient de sa symptomatologie organique sur un passage vers une explication et une prise en charge psychiatrique peut avoir une zone de transition par l'intermédiaire des médecins non chirurgiens, des pédiatres par exemple, pour essayer de prendre en compte la douleur. On a parlé de la douleur depuis tout à l'heure, mais la douleur peut se décliner de différentes façons, selon qu'elle est aiguë, post-opératoire ou en réanimation, selon qu'elle est chronique sur une maladie chronique qui va retentir sur le développement, ou qu'elle est plus hybride sur une prise en charge nécessitant une intervention psychiatrique. Et donc notre rôle, c'est de pouvoir retenir cette souffrance comme symptôme et d'essayer de reconnaître ça auprès du patient et de sa famille, pour ensuite l'adresser vers une prise en charge plus spécialisée, plus psychiatrique, qu'il n'est pas entendable pour eux au départ. Et donc je pense qu'il y a tout ce travail de prise en compte de la douleur, mais aussi de la possibilité de l'orienter vers une prise en charge différente, dont il faudra qu'ils fassent eux-mêmes le chemin, le travail pour accéder à cette prise en charge. Donc vous ne pouvez pas passer d'un bloc opératoire ou d'une salle de chirurgie à une consultation de pédopsychiatrie, c'est un peu trop violent pour eux, surtout s'ils sont extrêmement attachés à ce symptôme. Donc essayez de voir au sein de l'équipe des partenaires qui peuvent être soutiens et qui peuvent travailler avec vous d'ailleurs ensemble en posant le problème et en respectant cette symptomatologie qui vous inquiète. Je voudrais une anecdote à propos de la chirurgie. Il faut que le chirurgien soit convaincu. J'avais vu une petite fille de 22 mois qui avait un torticolis conversif, c'est 22 mois, hein. Et elle devait être plâtrée de là jusqu'à un plâtrage. Après, elle avait été mise en tension, des clives, etc. Et le neuropédiatre m'avait appelé. Et donc, j'avais dit, pour moi, c'est une pathologie conversive, je voudrais m'en occuper. Et je disais au chirurgien, donnez-moi un certain temps, avant de plâtrer, je vous demande un mois. Et le chirurgien s'est écrié, mais on ne peut pas rien faire. Et c'était l'idée qu'adresser au pédopsychiatre, c'était ne rien faire. Alors, on y est arrivé en un mois. Elle n'a pas été plâtrée, elle a été guérie. Et c'était vraiment une conversion. Juste une autre remarque à propos du cas chirurgical. C'est vrai que le défi est majeur pour ces patients parce que justement, ils ne veulent surtout pas faire de lien entre les événements corporels et les conflits, les difficultés psychiques et familiales. Et alors justement, c'est difficile de ne pas se faire de la pub pour les consultations douleurs, qui sont des consultations multidisciplinaires, organiquement, intrinsèquement multidisciplinaires, pour lesquelles on va justement accompagner ces enfants, ces familles. On va les accompagner justement à essayer de faire ces liens. Et souvent aussi, ces méthodes psychocorporelles, à médiation corporelle, vont souvent être une manière de les aborder et de faire en sorte que ça bouge et qu'on avance. Mais sinon, en effet, très vite, les blocages arrivent et ça, c'est ce qu'on voit régulièrement. Oui, encore une autre remarque pour ces patients-là, c'est qu'il faut aussi faire le lien avec le psychologue, le pédopsychiatre, parce que comme ces familles sont très dans la résistance, si elles vont chez le psychologue ou le pédopsychiatre pour vous obéir, entre guillemets, elles vont revenir avec très fièrement vous dire le psychologue a dit que mon enfant était normal et qu'il ne fallait pas chercher de ce côté-là. Donc on reste dans la dichotomie, hein. Et donc c'est vraiment un passage très délicat, vous avez raison, et qu'il faut préparer. Et l'étape
de la constatation de douleur ou d'un somaticien un peu orienté psychosomatique est souvent utile. Oui. Oui, parce que justement à ce propos, souvent on en voit chez le psychologue qui dit il n'y a rien. Et souvent, il y a une espèce de position qui est de ne pas considérer la réalité physique du symptôme comme quelque chose qui ne fait pas toujours partie de la réalité psychique. Et qu'il y a quelque chose d'une forme de dichotomie aussi dans la formation psychodynamique classique des psychologues où ce n'est pas de la réalité, donc on le considère comme un symptôme psychique, que ça n'est pas toujours. Il y a une partie qui n'est pas comme ça. Le docteur Fresco, si j'ai bien... Oui, bonjour. Je ne vais pas rester dans le domaine métaphorique pour rappeler que ce n'est pas de la tarte ou du gâteau de soigner la douleur, mais moi, je vous remercie parce que le maître mot, je pense que c'est quand même l'observation quand on utilise les échelles. Les échelles, c'est des outils, ça a forcément des limites, mais en tout cas, ça a le mérite d'observer l'enfant et de faire la différence entre le traitement de la douleur de l'enfant et le traitement des enfants douloureux. Et je pense que, au point de vue de l'enseignement, c'est ce qui fait la différence et qui fait qu'il faut les maintenir. Mais je crois que le maître mot, c'est quand même l'observation, le temps que ça oblige à rester auprès des enfants et à les observer. Après, c'est des outils et je crois qu'il n'y a pas d'outils scientifiques qui, de toute façon, n'aient ses limites. Et ça, il faut aussi qu'on apprenne à l'enseigner aux gens. Donc j'ai une question. C'est vrai que par rapport aux suspicions de syndrome de conversion, je pense que c'est des choses qu'on rencontre un peu dans tous les services de pédiatrie. Et donc, c'est vrai que c'est assez perturbant pour un soignant de voir un enfant avec une paralysie, et puis on repasse et on regarde par le hublot, et puis finalement il marche pour aller changer le bouton de la télé. Et est-ce que, du coup, de ce fait-là, est-ce qu'il y a des attitudes soignantes qui peuvent influencer la prise en charge de l'enfant dans cette période où on est en suspicion de syndrome de conversion ? Oui, il y a des attitudes soignantes tout à fait importantes. C'est d'essayer de respecter le symptôme. On l'a vu se lever pour regarder, mettre en place le bouton de la télé. Ça fait partie d'un symptôme qu'on peut décrire comme ça cliniquement, mais je pense que les attitudes soignantes sont souvent de dire mais c'est pas vrai, il peut marcher parce que je l'ai vu, regardez mettre en place le bouton de la télé. Donc l'attitude soignante, c'est d'opérer une forme d'observation bienveillante de ce qui se passe et de prendre ça comme des phénomènes qui font partie de la constellation générale et de pas tout de suite en tirer une conclusion que puisqu'il s'est levé, c'est bien qu'il peut marcher, donc que c'est pas somatique, donc que c'est psychologique et donc il n'a plus rien à faire à l'hôpital. Ça, ce serait considérer que le symptôme tout seul, donc il faut le remettre dans un contexte. Et donc la position, je dirais, c'est vraiment prendre ça de manière la plus bienveillante possible et ensuite, secondairement, travailler sur les contradictions. Je ne sais pas si j'ai... C'est très difficile, hein. Les contre-attitudes des professionnels, elles sont d'une grande violence et vous pouvez être sûr que le lendemain d'un jour ou le jour même où on dit ça à un enfant, il va ou redoubler de symptômes ou en trouver un autre. Ce qui montre bien qu'on se focalise sur le symptôme, mais le problème, ce n'est pas ça. Oui, en fait, donc Florence Retter, psychologue à l'unité douleur de Trousseau, pour continuer votre intervention aussi sur le patient ou la famille qui revient en disant le psychologue m'a dit que j'avais rien, que tout est normal. Je pense qu'il est nécessaire d'appeler ce psychologue quand on l'oriente vers le psychologue ou le pédopsychiatre. Parce qu'en effet, quand l'enfant et sa famille arrivent, ils présentent leur histoire et à leur façon, à leur manière de parler à un psychologue. Et ils vont peut-être, comme disait le docteur Hannequin, ne pas vouloir faire de lien et présenter les choses comme ils ont envie de les présenter. Et je pense qu'il est important d'appeler le psychologue, le pédopsychiatre, quand on adresse des patients comme ça, avec des histoires complexes, pour l'aider aussi à lui faire comprendre quel patient on lui adresse. Nous, c'est un petit peu ce qu'on fait à la consultation quand on ne prend pas directement en soin les patients dans l'unité. On fait du réseau, on prend le temps d'appeler les psychologues vers qui on les adresse pour aider aussi le psychologue à comprendre quelle est l'histoire et comment entendre ce patient qui ne se plaindrait pas de la même façon
face au pédiatre ou au chirurgien de la même douleur que quand il est face au psychologue ou au pédopsychiatre. Donc je pense que le psychologue, en effet, il y a très peu de formation pendant les études universitaires, mais en définitive, il peut entendre et il peut travailler avec ces patients-là si on prend le temps de parler avec lui aussi. Voilà. Merci. On va arrêter là et donc on va faire la pause et on reprend à 11h20 au lieu de 11h. Merci. Bah oui, parce que c'est bien goupillé finalement, on a pris du retard. Afin qu'on puisse conclure cette matinée, donc dans les temps qui nous sont à peu près impartis. On a 1 heure là pour les communications suivantes. Je vais demander aussi aux orateurs de bien vouloir respecter leur temps de parole. Donc on va introduire en première communication. Donc je suis bien dans mon lit. On accueille donc une équipe belge, Mesdames Chapelier et Lerchourle. À vous. Bonjour, nous sommes heureuses de partager cette journée avec vous et nous remercions les organisateurs de ce congrès de nous y avoir conviés. Alors Dominique et moi, en fait nous sommes kinés dans un service de revalidation pédiatrique qui est tout à fait indépendant de la pédiatrie, mais avec laquelle nous interagissons quotidiennement. Alors en 2009, notre hôpital a été choisi comme hôpital pilote pour un projet national qui s'intitulait « La douleur aiguë chez l'enfant ». Et donc c'est vraiment ces 2 années de travail qui nous ont donné l'occasion et le temps de nous rencontrer en interdisciplinaire, les médecins, les infirmières et les kinés, et de partager notre intérêt commun autour de l'enfant hospitalisé. Alors, dans le contexte de la douleur, comment, en tant que kiné, pouvions-nous nous positionner? C'est le cas de le dire. Eh bien, la question posée était de savoir si le positionnement de l'enfant au lit pouvait avoir un impact sur son ressenti douloureux. Et encore, est-ce qu'un bon positionnement pouvait même diminuer la douleur chez l'enfant? Donc nous nous sommes réunis, nous avons mis nos propositions en commun, nos idées, nos contraintes aussi, nos compétences, et nous nous sommes fixés comme objectif le confort, la sécurité de l'enfant et de l'équipe soignante. Un petit historique, donc d'abord ces 2 années de projet national. Ensuite, parallèlement à ça, nous assistons à une information, une journée sur le NEEDCAP en néonatologie et nous sommes assez interpellés par des questions semblables. Et en 2011, nous commençons une réflexion au sein de notre équipe kiné. Quelle est la place du positionnement dans le geste pédiatrique? Faut-il, oui ou non, concevoir un matériel d'installation?